BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory. Le projet de Joe Biden, son gigantesque plan d'investissement, 2000 milliards de dollars, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Ça se complique un petit peu et surtout ça se politise à grande vitesse. Absolument, tout le monde monte au créneau, on a l'impression. Évidemment que les républicains en masse rejettent ce projet en disant ce n'est pas un projet d'infrastructure, c'est une espèce de projet totalement socialiste de gauche pour faire tous les points du programme démocrate, que ça soit la lutte contre le racisme, l'aide aux défavorisés, etc. Des tas de choses qui ne sont pas vraiment en rapport avec l'infrastructure. À l'intérieur du Parti démocrate, vous avez ceux qui en veulent plus, qui veulent un énorme effort, par exemple, sur le solaire, qui disent on parle très peu du solaire dans ce plan. Et puis, à l'intérieur des démocrates, il y a ceux qui disent ce plan coûte beaucoup trop cher, on ne veut pas de nouveaux impôts sur les sociétés. Donc, c'est très compliqué et on va arriver de nouveau, je pense, à une solution pour les démocrates. Cette solution, ça va être le passage de force de ce plan sans avoir du tout l'appui des républicains. Et ça, c'est une alerte incendie qui n'a aucun rapport avec le plan de Biden. Vous pouvez rester avec nous. Allez, on va essayer. Vous allez essayer de rester avec nous. Pas évacuer, il faut des essais. D'accord. Voilà. La question des impôts aussi divise beaucoup républicains et démocrates puisque ça fait partie de ce plan. Remonter l'impôt sur les sociétés de 21 à 28%. Et puis aussi taxer les salaires les plus élevés, les salaires de plus de 400 000 $ par an. Ça serait une manière de financer ce plan. Oui, absolument. Et là aussi, alors au niveau des impôts, on parle de tellement de choses. Par exemple, l'État de New York maintenant parle non seulement de taxer les gens au-dessus de 400 000, mais surtout les revenus au-dessus de 1 million. Alors vous allez me dire, ça ne concerne pas beaucoup de monde, les revenus au-dessus de 1 million. C'est pas vrai. À New York, les revenus au-dessus de 1 million de dollars, c'est 50% de la base fiscale. Donc on sent déjà que beaucoup de gens vont tout simplement quitter New York. Mais le grand problème actuellement qui inquiète tout le monde et les entreprises, ça va être la taxation des compagnies américaines à l'étranger. Pourquoi? C'est que pour le moment, depuis Donald Trump, elles bénéficient d'un taux avantageux de 11% d'impôt, qui est bien moins élevé que le taux d'imposition aux États-Unis. Or, Janet Yellen et Biden, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent changer ce taux d'imposition, le monter à 21% pour les compagnies qui ont des revenus, par exemple, en Europe ou en Asie. Et là, le problème pour ces compagnies, c'est qu'elles risquent d'être plus taxées que leurs concurrentes. Et c'est pour ça que beaucoup de gens s'opposent à cette hausse des impôts sur les sociétés, sur leurs revenus à l'extérieur des États-Unis, pour des raisons de compétition. Donc, je dirais, on a ouvert à peine cette boîte de Pandore des impôts. Et le plus gros sujet n'est même pas de remonter de 21 à 28%. Le plus gros sujet, ça va être dans les détails. Et par exemple, le détail de ce que l'argent des compagnies, que ces compagnies gagnent à l'étranger, va devenir. En fait, jusqu'à maintenant, par exemple, taxées à 11%, si elles ne rapatriaient pas leurs fonds, elles restaient toujours taxées à 11%. Avant, elles étaient taxées, avant Trump, que sur l'argent qu'elles rapatriaient. Donc elles pouvaient rester pendant 20 ans à faire des gros profits en Europe sans payer un centime d'impôt. Donc tout est en train de changer et il va y avoir une grosse pression fiscale sur les compagnies, notamment à l'étranger. Oui, et effectivement, c'est important côté américain, côté européen, ça change beaucoup de choses. Et la France s'en est réjouie cet après-midi en félicitant les États-Unis pour cette initiative, ce projet donc de taxer les revenus des entreprises en dehors des États-Unis. On va parler du box-office. Enfin, Grégory, un vrai succès sur les écrans. C'est le meilleur box-office depuis le début de la crise Covid. Absolument. Et il y a quelques raisons pour ça. Bon, c'est déjà un film qui devait être populaire, puisque la première version l'avait été, Godzilla contre Kong. C'est vraiment le film à grand spectacle. Et on sait très bien que ce film à grand spectacle, vu sur un petit écran, vu sur votre téléphone, ça rend pas vraiment. Donc oui, ça a été lancé ce week-end dans plus de 3000 cinémas américains.
Sauf que vous savez, aux États-Unis, très souvent, les cinémas, c'est ce qu'on appelle des multiplexes. En France aussi, évidemment. Sauf que ce qu'ils ont fait aux États-Unis dans des multiplexes, disons qu'ils avaient 8 écrans, ils ont projeté ce film sur les 8 écrans. Et donc, il n'y avait plus le choix. Et les gens sont venus, pratiquement 50 millions de dollars de revenus au box-office, pratiquement plus de 200 millions à l'international. Mais surtout, ce qui est à noter, c'est qu'en fait, ce film, en même temps, était proposé en streaming pour les abonnés AT&T Time Warner et que ça n'a pas empêché les gens à aller au cinéma. Donc, c'est un petit rayon de soleil pour les exploitants de cinéma, même si la concurrence du streaming est toujours là. En tout cas, on est un peu rassuré pour les films à grand spectacle. Les gens continuent à aller voir sur le grand écran. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup en Europe, hein, les commerçants qui protestaient contre la toute-puissance d'Amazon. Eh bien, c'est le cas également aux États-Unis, Grégory. Des associations de commerçants se sont formées dans 12 villes américaines. Ces associations demandent à leurs représentants à Washington de prendre des mesures antitrust contre le géant Amazon, le géant de la vente en ligne. Oui, alors qu'est-ce qu'ils leur reprochent, ces commerçants? C'est tout simple. Ils disent, quand nous, on met par exemple en ligne un produit, que ce soit des habits, des casseroles, quoi que ce soit, très souvent, Amazon, très rapidement, va le copier ou va offrir la même chose, donc va nous faire de la concurrence. Or, en faisant de la concurrence avec le produit propre Amazon, puisque, c'est ce que disent ces commerçants, Amazon possède évidemment toutes les données des transactions, ils connaissent le nom des gens, ils connaissent leur carte de crédit, etc., leur démographie. Donc, en fait, non seulement c'est de la concurrence, mais c'est de la concurrence déloyale, puisqu'ils peuvent utiliser des tas de données de ces commerçants qui utilisent Amazon. Donc, c'est un cas assez différent de ce qu'on pourrait appeler purement de l'antitrust, mais c'est un cas qui pourrait faire très très mal s'il se développait, ou surtout si un mouvement se développait dans ce sens auprès des représentants américains. Vous savez que les représentants américains sont très contents en ce moment de taper sur les GAFA. Donc, si c'était le point d'achoppement pour Amazon, cette concurrence que les produits propres Amazon font aux produits de ce qu'on appelle les tiers vendeurs, là, il y aurait peut-être un vrai sujet qui pourrait amener non seulement des très longues discussions, mais peut-être à Amazon à devoir un tout petit peu revoir son business plan, ou en tout cas donner des assurances aux commerçants qui vendent leurs produits sur Amazon qu'ils ne vont pas être copiés par Amazon eux-mêmes. On termine avec le call du jour, Grégory. Illumina DNA sequencing. Oui, c'est Illumina. Illumina, oui. DNA sequencing. Si c'était l'action parfaite en sortie de crise sanitaire, c'est la question qu'on se pose. En fait, ça pourrait l'être, parce qu'on s'est rendu compte que Illumina, comme vous savez, le DNA sequencing, donc c'est vraiment découper tous les chromosomes. Et en fait, quand on regarde le nombre de ce qu'on appelle le nodal stade, il y en a plus de 30 000, donc c'est un travail absolument énorme qui est automatisé avec les machines de Illumina. On aurait pu se dire, ils ont vraiment profité de Covid. Pas si forcément, parce que pendant Covid, évidemment qu'on a fait énormément de DNA sequencing, mais en fait, toutes les activités de sequencing hors Covid se sont pratiquement arrêtées. Le sequencing par rapport, par exemple, au cancer. Or, ce qui est en train maintenant de se passer, c'est que toutes ces activités hors Covid de sequencing du génome reviennent, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de variantes, vous le savez même mieux que moi, vous en parlez souvent, de variantes de Covid-19, et qu'en fait, on doit continuer tout le temps à faire du sequencing au niveau de Covid pour être toujours sûr qu'on est sur le dernier ou la dernière variante. Donc, pour le moment, il y a plus de 6000 sequencing Covid par semaine aux États-Unis pour étudier les variantes. Et en fait, ça ne va pas s'arrêter. Donc pour Illumina, tout simplement, ils disent, on pensait avoir un taux de croissance de 20% en sortant de Covid. Non, la demande est maintenant tellement forte et tellement multiple à tous les niveaux de la demande pour du sequencing de DNA que cette demande va pousser nos ventres en hausse au moins de 30%. Donc une compagnie qui avait quand même beaucoup reculé ces derniers temps, de plus de 30%, là je pense qu'elle offre un point d'entrée vraiment intéressant, en sachant que ce n'est plus du tout le pure play Covid comme on disait, que c'est vraiment là le champ qui est le champ le plus important peut-être pour les prochains progrès de la médecine qui passent par le sequencing du génome et des DNA.
Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bravo pour votre stoïsme malgré cette alarme incendie. À très bientôt, on se retrouve demain, même heure pour de nouveau un point sur les marchés, sur l'actualité des entreprises américaines. On revient en Europe avec notre valeur ajoutée.